Apparition. Je suis représentant Thales Myriapolis et je vous souhaite la bienvenue pour ce petit déjeuner de l'innovation. On reprend enfin en présentiel nos matinales. Le thème de ce matin, l'art du pitch, comment bien vendre son projet. Vous avez la chance de pouvoir bénéficier des conseils d'Anne-Valérie Solaire, qui va se présenter, mais qui est comédienne professionnelle, prof de théâtre, intervenante en entreprise aussi. Donc, elle vous a préparé, je pense, 1h30 de présentation intensive. Ça avait du sens de faire cette présentation en présentiel, à la mesure où il y a dans la salle aussi des lauréats du concours Valais Audace qui vont devoir pitcher leur projet dans les jours et les semaines qui viennent. Donc, essayez d'emmagasiner et de vous, de vous exercer par la suite. Voilà. Lucie de INT va dire un petit mot d'accueil. Bonjour à tous, merci d'avoir fait le déplacement avec la pluie. Donc je suis Lucie Thomas-Mandou de l'incubateur des mines de l'école des mines d'Alès. On accompagne à peu près 25 start-upers dans le développement de leur entreprise en tech-création et puis post-création. Donc on est plutôt un incubateur technologique, donc on accompagne les porteurs de projets qui ont un projet à aspect industriel, innovant et technologique. Voilà, donc on est 2 chargés d'affaires et puis une assistante et une responsable. Voilà ce que je peux dire de l'incubateur. Je laisse la parole. Ah oui, si, non, j'ai oublié un petit point. Le 1er juin, mardi 1er juin, on a donc un autre petit déjeuner de l'innovation qui sera sur la propriété intellectuelle, animée, donc une intervention par monsieur Stéphane Tagliana de la CCI de l'Hérault, expert en propriété intellectuelle, et cette fois-ci ça sera en visio. Voilà, je pense que j'ai tout dit, je passe le micro. Merci. Alors, moi je ne vais pas prendre le micro, vous m'entendez? Oui. Je vais sortir la voix puisque je vous en parlais tout à l'heure, donc le micro est enregistré dès maintenant. Je m'en servirai pour vous le faire passer, pour vous... Ouais, voilà. Merci à Philippe, enfin, merci à vous deux, du coup vous avez fait une petite partie de mon introduction. Alors avant toute chose, je vais vous faire une confidence. Je suis extrêmement émue d'être ici ce matin parmi vous et heureuse parce que ça fait très longtemps, à cause du contexte sanitaire, que je ne me suis pas retrouvée en présentiel devant un vrai public. Et ça fait du bien, ça me crée une vraie émotion et ça me met en joie. Donc voilà, j'espère qu'on va passer un bon moment ensemble pendant 1h30. Alors il y aurait 1000 choses à dire sur le sujet de la prise de parole. 1h30 c'est court, en plus de ça je vais essayer de faire en sorte, bien que j'adore parler, de ne pas monopoliser la parole et de vous faire intervenir au maximum et d'allouer aussi un moment à la fin d'échange si vous avez des questions, des remarques à faire, des partages de ressentis. Donc voilà, je vais essayer de brosser dans les grandes lignes un petit peu la pertinence de la prise de parole, vous donner quelques petits trucs et puis en focus sur le sujet de ce matin qui est le pitch qui vous concerne directement. Alors avant de rentrer dans le sujet, je me présente. Alors Philippe l'a fait, je vais juste un petit peu plus le détailler. Donc je m'appelle Anne-Valérie Solaire. Je suis comédienne avant toute chose. Maintenant depuis, je ne vais pas dire parce que je garde le secret sur mon vieil âge. J'ai fait une formation, une école nationale avec une formation théâtrale. J'ai du coup un parcours théâtral au départ, mais aussi dans l'audiovisuel, et plus dans l'audiovisuel ces dernières années. Mais en parallèle de cela, je suis aussi professeure de théâtre, et il y a 10 ans de ça, j'ai monté mon école de théâtre sur Nîmes, parce que je suis une enfant du pays, je suis nîmoise. Et donc cette école que j'ai gardée, que j'ai développée aussi, où j'ai ouvert d'autres cours sur Paris, parce que depuis 6 ans, je me suis installée à Paris, et je fais la navette entre le nord et le sud, et je fais ça très bien. Donc voilà, j'ai la casquette de professeur de théâtre, et depuis 6 ans, je suis remontée sur Paris, je suis également coach et formatrice en prise de parole. Alors que ce soit pour des particuliers, de tout profil, que ce soit des gens qui vont présenter des individuels qui ont besoin de se préparer à des concours, des oraux,
internes ou externes, ou même des jeunes étudiants qui passent le bureau des grandes écoles, comme des entrepreneurs qui ont besoin de pitcher, de vendre leurs projets parce qu'ils ont des dates à faire en jeu. Ou alors aussi, j'interviens auprès de... je collabore depuis maintenant 4 ou 5 ans avec Polytechnique ETSEG sur Paris sur des programmes de formation sur la prise de parole dans le process de transformation. Je travaille aussi pour des boîtes, des entreprises privées qui accompagnent des cadres dirigeants, des hommes politiques sur la prise de parole pour les aider à gagner en impact. Ou alors, je fais aussi des formations en entreprise sur des sujets parfois différents. Donc voilà, j'ai ces 3 casquettes. Et aujourd'hui, c'est la casquette de formatrice et en prise de parole et coach que je suis devant vous. Alors moi, j'aime bien, normalement, quand je commence à faire un tour de table, savoir qui y a en face de moi et chacun se présente, mais je pense qu'on n'aura pas assez de temps pour pouvoir tous vous présenter, mais peut-être après on pourra discuter. Alors avant de rentrer dans le vif du sujet, alors je vais être obligée de me balader un petit peu entre devant et derrière, si ça ne fonctionne pas avec la souris, si je reviens en arrière. Alors voilà. Est-ce que vous savez que parler en public est la plus grande peur de l'humanité après celle de la mort? Voire, elle la talonne. Vous le saviez, ça? Alors, c'est des sondages qui ont été faits depuis plusieurs années dans plusieurs pays, auprès de publics et socioculturels différents, et c'est ce qui ressort, que le fait de prendre la parole en public, fait aussi peur que mourir. Donc, à partir de là, on peut se détendre. Si le fait de prendre la parole en public, c'est un exercice que vous n'aimez pas, vers lequel vous allez les 2 pieds en avant, ou alors qui vous terrorise, dites-vous, c'est normal. Vous n'êtes pas un cas à part. Vous faites partie des 98% des gens qui ressentent cette chose-ci. D'ailleurs, qui est dans ce sentiment-ci? Alors, par contre, il y en a plein qui aiment prendre la parole, c'est pas quelque chose que ça effraie, mais c'est génial. Donc, mais voilà, donc il y a des gens pour qui c'est pas évident. Donc voilà, par contre de ce postulat-ci, on peut se détendre. En même temps, on peut être à l'aise aussi, mais on peut aussi augmenter son impact à l'oral. Sachant que les gens qui maîtrisent la communication orale ils ont dans les mains une arme extrêmement puissante. C'est un facteur clé essentiel de réussite, que ce soit social ou professionnel. Plein d'études ont été faites, comme quoi les gens qui maîtrisent, qui sont des bons orateurs, qui ont une bonne communication orale, sont souvent dans les postes les plus élevés. Donc la réussite sociale beaucoup plus élevée. Vous verrez souvent que les plus grands entrepreneurs, sont en général des bons orateurs, ou alors ils se font aussi, si ce n'est pas le cas, ils se font coacher. Donc c'est important de se préparer à la prise de parole. Et dans votre cas, j'imagine que si vous êtes tous ici, vous allez devoir à un moment donné pitcher, c'est le thème de la matinée, pour vendre votre projet, convaincre, donner envie, essayer d'embarquer du monde avec vous, que ce soit des financiers, des collaborateurs, des clients. Donc c'est quelque chose une chose à laquelle vous devez vous préparer. Donc maintenant qu'on a dit ça, on peut rentrer dans le sujet. Ah, c'est pas là. Ici. Non, c'est pas là non plus. Excusez-moi. Voilà. Oui. Un micro peut-être comme... Vous m'entendez pas? Non, sur live. Sur le live. Sur le... Ah, pour le live? D'accord. Ah, ok. Bon, alors je prends le micro. Merci. Sinon, jusqu'à présent, ceux qui sont au dernier rang, ils m'ont entendu? Non, super. Alors, je vais vous faire un petit peu participer. Qu'est-ce que pour vous, selon vous, un bon pitch? C'est quoi? Je vous donne le micro peut-être pour le live ou... Oui. Vous faites passer. Bonjour à tous. Alors, à mon sens, et ce n'est que ma propre opinion, c'est un discours convaincant. Un discours convaincant. Très bien. Quelqu'un d'autre veut répondre?
matin, hein, pas bien réveillé. Allez-y, lancez-vous. Merci. Bonjour à tous. Moi, je pense qu'un bon pitch, c'est quelqu'un qui connaît bien son sujet et qui, du coup, forcément, sait bien communiquer dessus pour convaincre également. Donc, je rejoins ma collègue. D'accord. Ce convaincant, il faudrait préciser. Est-ce qu'elle nous a parlé du sujet, est-ce qu'on est convaincant dans vraiment le fond ou, Oui, convaincant dans le fond, oui. D'accord. Vraiment dans le fond et attirer la personne à nous. D'accord. Voilà. Très bien. Ou le client, ou... D'accord. Voilà. Oui, bonjour à tous. Alors pour moi, c'est une présentation qui est concise et structurée. Voilà, qui ne doit pas être trop développée, mais qui doit aller dans les points essentiels et fournir un peu de temps tout ce dont on a besoin. D'accord. Quelqu'un d'autre? Oui. Capter l'attention. Capter l'attention. J'ai capté l'attention sur les points clés. Sur les points clés, Sur les de, points son, clés. de son projet. D'accord. Donc, je le répète, capter l'attention sur... peut-être, oui, effectivement, il faut garder le micro et répéter ce qui a été dit. Donc, capter l'attention sur les points clés Sur les points clés de ce qu'on veut exprimer. Voilà, de ce qu'on veut exprimer. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui veut dire quelque chose? Je pense qu'il faut susciter l'envie d'aller plus loin aussi. Il ne faut peut-être pas trop en dire pour justement éveiller la curiosité. D'accord. Dans son message, ne pas trop en dire, laisser les choses ouvertes pour susciter la curiosité et pourquoi pas appeler l'autre à venir vers vous pour vous questionner, etc. D'accord? Oui, c'est juste. Bon, jusqu'à présent, c'est très juste. Personne d'autre veut intervenir? Ne jamais perdre son objectif de vue. Ne jamais perdre son objectif de vue. Très juste aussi. Alors, jusqu'à présent, tout ce que vous avez dit est très juste. Vous parlez du fond, en fait, de votre message, de ce que vous avez à dire. Je vais vous étonner, je vais vous faire participer à un quiz. Encore une fois. Aïe, j'ai du mal, c'est le clic gauche. Voilà. Qu'est-ce qu'on retient lors d'une prise de parole? Alors, c'est valable pour toute prise de parole comme pour le pitch. En pourcentage d'attention. C'est-à-dire que lorsque vous écoutez quelqu'un parler, que ce soit lors d'un discours, d'une réunion, d'un pitch, à votre avis, votre cerveau, qu'est-ce qu'il va retenir? Sur quoi il se focalise en termes de proportion entre le contenu, la forme, tout ça? Oui. Sur la personne. Sur la personne ou ce qu'elle dégage. À combien de pourcentage, par exemple, par rapport au fond? Oui. 5% sur la personne, ce qu'elle dégage? Sur l'ensemble. Hein. Sur l'ensemble. D'accord. Oui. Moi, je dirais que c'est le savoir-être, pour moi, c'est la chose qu'on retient en premier dans un discours. Alors, ce qu'on va retenir, mais à quel... On donne des pourcentages pour... je sais pas, je dirais 80 peut-être. 80%? Ouais. Au niveau du savoir-être, hein. Pas de la forme, pas du fond. Pas du fond. Alors, la forme, 80%, et le fond, 20. du coup, 20%. Oui. Mais la forme reprend aussi la manière de parler, pas Oui. que le sujet. Pas le sujet, d'accord. Oui. Moi, je pense que ça dépend du temps de parole. C'est-à-dire qu'au bout de 10 minutes déjà, on perd quasiment l'attention. Donc ça dépend du temps de parole. Si on ne la regagne pas. Oui, c'est sûr qu'entre 5 secondes et 1 heure, on écoute plus le message sur 5 secondes que sur 1 heure, effectivement. Et du coup, en pourcentage, ça serait combien? Vous savez pas? Quelqu'un d'autre se lance? Alors on a eu du 5%, on a eu du 80%. Donc du 20% sur le fond et 95% d'importance du fond. Eh bien, voici le A. Tac, tac, tac. Bon, et bien du coup, oui, parce que il ne doit pas y avoir la police, Philippe, c'est sur ton PowerPoint. Bon, c'est pas grave, je vais l'expliquer. Du coup, mystère encore. Alors en fait, notre attention se porte sur le fond du message à hauteur de 7%. Tout le reste, les 93 autres pourcents, c'est la forme. Alors ces chiffres-là ne sortent pas du chapeau, hein, à quelques unités près. On tombe toujours sur les mêmes statistiques et c'est Albert Mehrabian, qui est un éminent psychologue américain qui a fait toute une série d'études dans les années 60 et dont les résultats de ces études ont été publiés en 67. Il a fait ses études auprès de différents panels de la population. Et ce qu'il en ressort, c'est que lors d'une prise de parole orale, le cerveau humain
s'attache à hauteur de 7% sur le sujet, c'est-à-dire le verbe, le sens des mots, le message, et à hauteur de 93% sur la forme. Preuve que le temps de l'oralité, eh ben, c'est le temps de l'irrationnel, quelque part. Et dans ces 93%, il y a quoi? Donc règle des 3V. Le deuxième, c'est le visuel, à hauteur de 55%, c'est-à-dire toute l'image visuelle, comment on occupe l'espace, sa gestuelle, où est-ce qu'on pose le regard, comment le sourire aussi, toutes ces composantes-ci de l'image visuelle. Alors je pourrais en parler pendant des heures, c'est des choses qui s'étudient, et je ne vais pas rentrer trop dans les détails aujourd'hui. Aussi de la tenue vestimentaire, aussi de réfléchir comment suivant le public auquel on s'adresse, comment on va se présenter, toutes ces choses-ci. Le langage non verbal aussi, parce que des fois on a des gestes qui vont même qui vont trahir notre pensée ou qui vont même aller à l'inverse du message que l'on porte. Par exemple, je suis très heureux d'être parmi vous aujourd'hui. Je me sens extrêmement honorée de porter ce projet. Parce que là, en langage non verbal, vous voyez quelqu'un qui est assuré, heureux et solide. Non. Voilà, c'est ce que vous recevez en fait. Et si vous lisiez ce que je suis en train de dire, vous aurez une toute autre opinion de moi-même. D'accord ? Donc ça, c'est dans l'image visuelle. Et le troisième V, le verbal, l'image sonore, c'est à hauteur de, du coup, 38%. Voilà. Donc vous avez vu l'importance de travailler l'incarnation de son message. Ça, c'est pour pratiquement tout le monde. Quand on doit faire une intervention à l'oral, que ce soit un discours, un pitch, on va se focaliser sur le contenu. C'est ce qui a été dit d'ailleurs en premier. Il faut maîtriser son sujet, il faut être pertinent, etc. Et on va délaisser, quelque part, on va négliger la façon de le dire, la façon de le porter, de l'exprimer, alors que ce que votre public va recevoir, va retenir, c'est le reste. C'est ça qui est le plus important. Donc, alors je ne suis pas en train de dire que le fond n'est pas important, hein, bien évidemment, qu'il faut avoir un message solide, convaincant, structuré. C'est la base, c'est les fondations de votre maison. Et du coup, et pour ça, il faut être attentif aussi au choix des mots, à la structure, à être, avoir peu de, je ne sais plus qui a dit ça, mais être convaincant en peu de mots, de comment on ouvre aussi, ces sujets pour donner l'envie. Tout ça, ça se réfléchit, donc il y a un gros travail en amont. Mais la chose qu'il ne faut pas négliger, qu'il faut énormément travailler, c'est la façon dont vous allez le porter et l'amener, parce que c'est ça qui va faire la différence. Sinon, on communique à l'écrit. Donc, dommage qu'on n'ait pas eu le petit Excusez-moi, le troisième V. les 3 V, c'est le verbal, donc c'est-à-dire le message, le sens des mots, le visuel, qui est l'image sonore, le langage non verbal, l'occupation de l'espace, la posture, la gestuelle, le langage non verbal, et la voix. La voix, c'est-à-dire l'image sonore. Voilà, comment on occupe l'espace sonore. Alors, dans tout ça, il y a bien évidemment la prosodie, c'est-à-dire le rythme qu'on donne à son discours, les réattaques, etc. Comment on porte la voix, aussi qui est très important, ça je vous en parlerai tout à l'heure, et également la maîtrise des silences, qui est extrêmement importante. Prendre sa respiration quand on parle. Et c'est dans ces moments-là, dans les silences, qu'on est le plus percutant et qu'on accroche son public. Bon, je vous en parlerai après, parce que après je me mets à parler, et puis je me... Ah ben si, en fait il suffisait de faire ça. Ben voilà, vous l'avez. Voilà, le verbal, le vocal et le visuel. Alors, je parlais du fond, bien sûr je redis ce que je disais, le fond est extrêmement important, donc il faut y réfléchir. Je vais essayer d'y passer assez rapidement, parce que je crois que, j'en discute avec Philippe, vous allez avoir des modules de formation là-dessus, sur la structure, comment structurer son pitch, etc. En plus, vous pouvez aussi... potasser des ouvrages qui ont été faits à ce sujet. Notamment, j'en ai apporté un qui est pas mal, qui est assez bien fait, qui s'appelle Pitcher de Christine Morlet et Véronique Leroy, qui
vous explique, parce qu'il y a plusieurs formes de pitch, suivant si on fait un pitch pour un oral ou un pitch d'entrepreneur. Voilà, donc il y a des formats particuliers avec des temps alloués. Et elle propose, voilà, elle explique cela, elle propose des structures. Mais juste pour récapituler un petit peu ça assez rapidement, pour après vraiment passer moi sur ma valeur ajoutée qui est le travail sur les 93 autres pourcents. Je vous fais part. Donc, comment construire et structurer son pitch? Alors, il y a des choses à faire importantes. Avant même d'écrire votre pitch, il faut réfléchir à qui on s'adresse. C'est extrêmement important parce qu'on ne s'adresse pas de la même façon à un entrepreneur, à un investisseur qu'à un client ou à une autre personne. Il faut essayer de réfléchir, essayer de dresser un portrait précis de qui est la personne en face de vous. Quelles sont ses problématiques, ses besoins. En fonction de ça, vous allez apporter des réponses dans votre pitch. Vous allez être focus sur lui. Il faut faire attention aussi à son niveau de technicité sur le sujet. Si c'est quelqu'un qui connaît très bien le sujet que vous portez, votre projet, du coup là vous pourrez employer le même langage que lui. Il va en plus ça va lui montrer que vous êtes compétent dans ce domaine. En revanche, si vous êtes plus face à des clients qui attendent des réponses concrètes sur le terrain, n'employez pas un langage technique, vous allez les perdre. Ils vont attendre du concret. Un investisseur peut-être attendra une vision sur le long terme. Donc voilà, tout ça, ça va vous aider à définir ce que vous allez mettre dans votre pitch. Ensuite, définir ce que l'on veut obtenir de son interlocuteur. Qui c'est qui a dit tout à l'heure, je ne sais plus, il y a une réflexion qui a été faite sur un bon pitch, qu'est-ce que c'est? C'est obtenir un résultat. Je ne sais plus si, je crois qu'il y a ça qui a été dit, ça a été formulé d'une façon différente. Voilà, convaincre. Alors, bien évidemment convaincre, mais qu'est-ce qu'on veut obtenir? C'est-à-dire, est-ce qu'on veut des financements? Est-ce qu'on veut qu'ils achètent notre projet, qu'ils collaborent, qu'ils partent avec nous, etc. Donc ça, il faut le définir clairement et l'énoncer clairement. D'une part parce qu'il ne peut pas le deviner, et ça vous permet d'être concret, déterminé. Et aussi réfléchir à ce qu'on veut susciter chez la personne qui nous écoute en termes d'émotion. Est-ce qu'on veut le faire réagir? Est-ce qu'on veut lui procurer de la joie? Est-ce qu'on veut le rassurer? Est-ce qu'on veut lui donner envie? En fonction de cela va déterminer aussi tout votre champ lexical et la façon de le présenter. Alors, tout ça, ce sont des notions vraiment auxquelles réfléchir avant de vous mettre à écrire votre pitch. Ensuite, dans la rédaction et dans l'énoncé de votre pitch, il faut être clair, employer des mots simples, voilà, que votre message soit clair, pas alambiqué, concis, parce qu'en plus l'exercice du pitch est un exercice assez périlleux, très particulier, où en général c'est entre 5 et 10 minutes. Un pitch pour une levée de fonds, auprès d'investisseurs. Un oral, par exemple, ça sera entre 10 et 15 minutes. Voilà, donc c'est vraiment, on a peu de temps, il faut être efficace. Factuel, donner des faits, des chiffres, montrer que vous maîtrisez votre sujet, que vous connaissez bien le marché, etc. Donc voilà, aller au droit au but, présenter clairement, je répète ce que je vous ai dit, les solutions que vous pouvez apporter aux besoins donnés ou aux problématiques données. Voilà, tout ça, ce sont des choses auxquelles réfléchir. Les choses à ne pas faire, je vais reprendre un petit peu ce que je disais avant, donc être exhaustif. Retenez une chose, c'est que le temps de l'oralité n'est pas le temps de l'exhaustivité. Si vous dites trop de choses, vous donnez trop d'informations, votre public ne pourra pas les retenir. Déjà, normalement, ça c'est surtout sur des interventions ou des réunions, mais je vais essayer de ne pas rentrer trop dans les détails, mais un cerveau normalement constitué ne peut retenir que 3 messages. Vous pouvez lui en donner 8. Je vous donne 8 messages, on vous interviewe en sortant.
les personnes vont dire, ah, enfin, tiens, j'ai retenu ça, ça et ça. Ce qu'il y a, c'est comme on est tous différents, on a tous des cerveaux différents, chaque personne aura retenu des choses différentes. Donc vraiment, allez sur l'épure de vos messages. Et avec des phrases simples et des mots forts, vous pouvez répéter. D'accord? Plus que d'essayer de vouloir tout dire. La règle des 3D à éviter, donc les détours, les digressions et les dilutions. C'est valable dans le pitch comme dans toute intervention à l'oral. Employer un langage trop technique, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Il faut toujours se dire, c'est la phrase « keep it simple for stupids », lorsque l'on prend la parole en public, il faut que la personne la plus bête dans le public un enfant soit capable de comprendre ce que vous dites. Et c'est comme ça qu'en fait on touche les gens en leur donnant envie. Sinon vous créez une distance. Déjà vous en perdez un grand pourcentage et vous créez quelque part une distance. Il faut se rapprocher des gens. Donc être très compréhensible, avec un langage simple. Évitez d'utiliser des formulations négatives. Exemple, n'ayez pas, voilà, vous avez besoin de fonds, le marché n'est pas très stable, n'ayez pas peur, votre investissement sera rentabilisé si vous commencez à dire n'ayez pas peur, qu'est-ce que ça va susciter chez lui? C'est la crainte. Si je vous dis à tous, ne pensez pas à une voiture rouge. À quoi vous pensez? À une voiture rouge. Donc essayez de changer la formulation. À la place de dire n'ayez pas peur, votre investissement, il y aura un retour sur investissement dans peu de temps, parce que même si le marché n'est pas en ce moment très stable, dites, soyez rassurés, le marché en ce moment est un peu délicat. En revanche, il va y avoir, le formuler, et c'est toujours formuler en positif, avoir un champ lexical positif. Lorsque vous pitchez, c'est ce qu'ils veulent entendre. C'est des énergies positives, des gens qui y croient, qui sont pas dans la négation. Les gens ne vont pas dire « ah, il est dans la négation », mais c'est quelque chose dans le ressenti subjectif qui fait que ça joue en votre défaveur. Donc toujours penser à ne pas faire des formulations négatives. Évitez de parler en je, moi, notre produit en permanence. Toujours focus sur le besoin de votre interlocuteur. Partez de sa problématique et vous, qu'est-ce que vous pouvez lui apporter, mais pas se montrer en permanence en avant. Alors, il y en a qui pitchent avec des slides, des supports. Vous voyez, là, moi j'en ai un, parce que dans les formations, on nous demande, c'est très à la mode d'avoir des supports visuels. C'est très bien. Mais il y en a qui se raccrochent complètement à leurs slides et qui du coup passent, j'ai vu plein de fois en formation, qui ont des slides extrêmement chargés, qui sont dos au public et qui lisent en fait ce qu'il y a derrière. Alors non, ça, on oublie. En fait, le support visuel n'est là que pour illustrer quelque part ce que vous êtes en train de dire. Normalement, il faudrait presque que la personne ne puisse pas comprendre ce qu'il y a sur le slide et qu'il ait besoin de vous pour le comprendre, parce que vous l'expliquez. Bon, là, je fais un petit peu une formation, donc je vous écris les choses, mais vous savez, un visuel fort, ça c'est plus pertinent. Et puis en plus, l'image permet de retenir mieux le message. Donc, votre support, essayez de ne pas faire des slides trop nombreux, trop denses, trop techniques. Il y a Kawasaki qui a inventé une méthode. Alors Kawasaki, c'est un speaker américain qui a commencé chez Apple et qui s'est spécialisé dans la communication d'entreprise, communication orale, etc. Et lui, il a donné un bon outil pour faire ses slides. C'est A divisé par 2. A représentant l'âge de son auditoire, de son public, en général entre 50 et 60 ans, divisé par 2, et ça nous permet de définir notre taille de police, donc entre 28 et 30. C'est quand même une grosse police. Là, je suis à 28, d'accord? Pas en dessous. Du coup, ça va vous obliger à quoi? À essayer d'aller à l'essentiel. Comme vous ne pouvez pas tout mettre sur votre slide, eh bien, vous allez définir quels sont, vraiment ressortir l'essence de votre message. D'accord? Donc ça, c'est une petite chose à retenir. Il a dit encore plein de choses intéressantes, Kawasaki, mais c'est peut-être pas l'objet du thème de la matinée.
Vous pourrez faire des recherches sur Internet si ça vous dit. Alors, je vous ai mis un exemple de pitch investisseur. Alors, peut-être que j'en avais mis un deuxième, je l'avais enlevé, mais peut-être qu'il va revenir parce que je ne sais pas quel PowerPoint j'ai envoyé. Donc voilà, un exemple type en 5 étapes. Votre présentation, donc qui vous êtes, en 1 ou 2 phrases courtes. Alors, soit vous vous présentez inspirateur innovant ou investisseur humaniste, voilà, en 2 mots, un peu rigolo, qui pourrait faire une accroche, enfin, quelque chose qui donne du relief, de l'impact, mais assez succinct. Ensuite, description des besoins ou problèmes ciblés, ce dont on parlait tout à l'heure. Donc, soit par un storytelling, vous racontez une histoire, vous inventez une histoire, vous amenez une anecdote, parce que les gens adorent qu'on leur raconte des histoires. Ou alors, vous parlez d'exemples saisissants, vous parlez de données factuelles, quelles sont les données sur le marché, etc. Moi, j'essaie de passer assez vite. Après, vous avez des questions là-dessus, on y reviendra. Votre réponse, les solutions que vous pouvez apporter à cela. Donc, le benchmark, vous avez fait une étude auprès de la concurrence de qu'est-ce qu'elle apporte comme réponse, etc. Quel est l'état du marché, quel est l'état de la concurrence. Présentation de votre projet aussi, illustré par des chiffres précis, preuve que vous savez de quoi vous parlez et vous avez fouillé le sujet. Et puis ensuite, vous déroulez sur votre business plan et le déploiement. 4e étape, vos besoins clairement énoncés. Je parlais tout à l'heure. Qu'est-ce que vous voulez obtenir, de quel type et montant d'investissement dont vous avez besoin. Ou si ce n'est pas un investissement, vous avez besoin d'une collaboration, de la définir clairement, un temps donné, etc. Il faut vraiment l'énoncer. Et pourquoi vous et pas un autre? Alors là, vous pouvez parler un petit peu plus de votre équipe, si vous portez votre projet en équipe, et en quoi vous êtes différenciant par rapport à la concurrence, et pourquoi la personne en face doit vous choisir plus que celui qui est à côté. Alors, il va y avoir peut-être un autre exemple, ou alors, un deuxième exemple pour pitch d'investisseur. Là, il est en 7 étapes. On a l'accroche, alors soit une phrase, voilà, comme je vous disais, une présentation, une phrase type slogan. Par exemple, Airbnb, quand en 2009, ils ont fait le pitch pour les levées de fonds, ils ont commencé le pitch par réserver une chambre chez les habitants plutôt que dans un hôtel. L'avenir est ici. Voilà. Donc, phrase d'accroche. Ensuite, ça leur permettait de développer leur concept, quel était, voilà, il y a une problématique, un besoin sur le marché. Donc, du coup, ils ont créé un concept par rapport à cela. Développer les caractéristiques de votre produit ou service, donc en quoi c'est innovant. Là, pareil, vous présentez votre business model, qu'est-ce qui se fait sur le marché, votre modèle d'affaires, plan de développement, présentez votre équipe et on termine là par un appel à l'action, les fonds recherchés pour des levées de fonds, etc. Voilà, c'est une autre structure. On pourrait encore montrer d'autres exemples, mais là, c'est deux exemples qui fonctionnent bien. Donc, maintenant, une fois qu'on sait ce qu'on va dire, qu'on l'a structuré, il est important de travailler sur comment on va le dire. Sur les 93% qui sont les plus retenus, qui attirent l'attention. Et le sujet sur lequel j'aime parler. Alors, question, là aussi je vais vous faire participer. Lors d'une prise de parole, c'est valable pour le pitch comme pour la prise de parole, de discours ou de réunion, quels sont les problèmes que vous pouvez observer ou rencontrez-vous personnellement? Quand vous prenez la parole. Oui. Un blanc, capter l'attention de tout le public. Alors, problème plus précisément, de ne pas arriver à capter l'attention du public, De parler, que tout le monde se sente concerné, que tout le monde comprenne. Dans le fond, du coup. Oui, sauf que là on est sur la forme.
Oui, bah, c'est juste aussi, hein, mais c'est ce dont on parlait plus haut sur le langage que l'on emploie. Est-ce que c'est trop technique ou pas? Est-ce que c'est clair ou pas? Mais lorsque vous prenez la parole, donc vous, votre crainte, ça serait que les gens ne comprennent pas le fond de votre message. Par exemple. D'accord. Ok. Attirer le regard, l'attention sur nous, que les gens finalement ne nous regardent pas, donc on a la sensation qu'ils ne nous écoutent pas. D'accord, mais comment ça pourrait se traduire? Plutôt partez de vous, vous de l'intérieur. Soit comment vous vivez vos prises de parole lorsque vous êtes face à un public et que vous sentez que là, tiens, je rencontre tel problème, ou alors que lorsque vous observez quelqu'un qui n'a pas beaucoup d'impact à l'oral, qu'est-ce que vous pourriez décrire sur lui, qui fait qu'il n'a pas trop d'impact? Au niveau de sa voix. Hein? Au niveau de sa voix. La voix, alors la voix, c'est-à-dire porter la voix, parler clairement. C'est-à-dire que la personne ne parle pas assez fort. Voilà. C'est ça. Parce que sinon, on n'entend pas. Ouais, parce qu'on n'entend pas bien. C'est très juste. Pas articulé. Pas articulé. Ton monocorde. Sans pause, etc. Où on parle comme ça et où il n'y a pas de ponctuation et on est dans une espèce de logorée qui m'intermène pendant vers les gens. Oui. Garder le sourire. Les gens qui ne sourient pas. Oui, qui sont complètement fermés. Les gens qui lisent trop. Qui lisent, qui sont trop raccrochés sur leur support ou leurs notes. Donc, c'est-à-dire faire la connexion avec son public. Et on perd l'écoute. Très juste. Le blanc, le trou. Quelque chose qui vous paniquerait. On a oublié ce qu'on avait prévu de faire, on l'a répété 10 fois et on a... Et là, le blanc. Au secours. Est-ce que vous voudriez à quelqu'un qui prend la parole s'il a un blanc ou un trou? Non. Et alors que quand on est en position de celui qui prend la parole, on se dit j'ai un blanc, c'est fini, je vais me suicider après. On le vit comme quelque chose de dramatique, alors que on ne va pas vous pénaliser, mais j'y reviendrai ça après. Quelqu'un aussi qui récite son texte et qui ne met pas de sentiment ou qui est complètement désincarné. Totalement. Ouais. Voilà, du coup, aussi la présence physique. Est-ce qu'il est comme ça ou est-ce qu'il est vraiment... Voilà, quelqu'un qui voilà, est-ce qu'il il arrive à prendre sa place visuellement, prendre l'espace. Ouais. Tout ça est très très juste. Et un partage personnel, donc ça c'est dans l'observation de personnes lambda qui ne prendraient pas bien la parole. Vos ressentis, lorsque vous êtes amené à prendre la parole face à des collaborateurs, peut-être des potentiels investisseurs ou clients, je ne sais pas quels sont vos profils, sûrement très différents, mais ceux qui sont amenés à prendre la parole, comment vous le vivez lorsque vous rencontrez un problème, un inconfort? Des fois, ce qu'on dit en anglais, le self-conscious, c'est-à-dire qu'on est conscient du regard des autres sur soi. Ouais. Du coup, on se concentre sur ce qu'on est bien nous-mêmes, machin, après c'est plus le moment. On va être vraiment là-bas et avoir confiance dans notre... D'accord, c'est le regard de l'autre qui vous inhibe complètement et vous fait vous regarder vous-même. Voilà, plutôt que de regarder les autres, du coup. Ouais. La perte d'attention du public, c'est-à-dire qu'on a de plus en plus de personnes en face de nous qui sont sur leur téléphone, sur leur portable, et arriver à capter leur attention pour faire passer des messages, ça c'est souvent compliqué. C'est souvent compliqué. Et ça, du coup, ça vous crée un inconfort. Et vous n'avez pas encore résolu la façon de ramener l'attention. Donc changer de rythme. Oui, alors tout ça, ce sont les solutions, mais je parlais, est-ce qu'il n'y en a pas qui ressentiraient, je ne sais pas quoi faire de mes mains, je ne sais pas quoi faire de mes pieds, de mon corps, ou alors je peux avoir à un moment donné le trac et j'ai la voix qui tremble, ou je me mets à devenir rouge. Il y en a qui ressentent ça? Oui. Ça peut arriver à tout le monde. Hein. C'est compliqué aussi quand on est deux à présenter, c'est-à-dire que pendant que l'autre parle, on ne sait pas trop comment se tenir, regarder, approuver. Oui, ça c'est un exercice, c'est très bien ce que vous dites, parce que c'est un exercice particulier de présenter en binôme ou même de présenter en équipe. Moi, ça m'est arrivé de former des promotions pour Polytechnique qui devaient faire leur rendu de projet devant un copil ou un codir à 17 pendant 1 heure. Comment on scénarise la chose, comment on passe la parole et que ça devient vivant. Voilà, ça c'est ce qu'on fait au théâtre, de mettre en scène quelque chose.
Et du coup, c'est un peu théâtraliser la chose, mais c'est surtout aussi travailler sur l'écoute. C'est-à-dire qu'il faut être dans une écoute active avec son public, mais en même temps avec son partenaire. Lorsqu'il parle, on est avec lui, on est en même temps avec le public et avec son partenaire. Et si on a besoin de réagir, on réagit. Mais si on est vraiment à l'écoute, on va trouver, il va y avoir une symbiose qui va se faire dans le binôme et que vous allez porter le message à deux voix comme si c'était une seule voix, parce que votre écoute sera très aiguisée. Donc même dans les moments où vous ne prenez pas la parole, vous êtes actif, vous êtes avec l'autre, vous le soutenez. Et parce que souvent on a tendance, quand son partenaire ou ses partenaires prennent la parole, de s'arrêter, de se mettre à penser à ce qu'on va dire après et d'être focus sur soi. Du coup, on est dans le corps complètement relâché, etc. Et on relâche l'énergie. Et sachez que les gens vous regardent même quand vous ne prenez pas la parole. Hein. Ça, on l'oublie parfois. Mais je le dis souvent à mes élèves en théâtre. Une fois qu'ils ont dit leur réplique, si pendant un petit moment ils ne parlent pas et puis ils sortent du personnage, je dis mais jamais, jamais. Parce que le public, il regarde où il a envie, quand il a envie. Donc c'est la même chose. Même si vous ne parlez pas, il faut être présent dans le discours. Et c'est comme si vous portiez aussi le discours de celui qui parle. Et ça aide aussi à se détendre. Parce que souvent, on se met à partir en petit vélo sur ce qu'on va dire après. Et on est coupé de tout. Mais c'est très juste ce que vous dites. D'autres choses à dire? Oui? Bien sûr. Je dirais que le problème que je rencontre, lorsque c'est une prise de parole assez longue, j'ai mon flot de parole qui sort, j'ai l'impression que mon cerveau se déconnecte, et puis du coup là je m'aperçois que le public voit que je suis en train de parler, et que je suis plus présente. Donc il faut essayer de se rapprocher, du coup, à revenir sur l'instant et sur le moment. Exactement, ça c'est très vrai. Souvent on est embarqué par un peu le stress ou concentré trop sur son sujet, que nous on maîtrise à 2000%, et du coup ça nous rassure, et puis hop, on le déroule. On le déroule dans une vitesse, je répète, un peu qu'on soit stressé, tendu, à 2000 à l'heure, et le public en face, à un moment donné, il va décrocher. Parce que vous ne mettez pas de respiration, etc. Vous êtes souvent trop exhaustif. Voilà. Donc du coup, vous les perdez. Et vous les voyez partir ailleurs. Et là, du coup, on commence à se regarder, on n'est plus là, on n'est plus au présent, on se met à réfléchir, on est en mode automatique. Donc ça, il faut essayer effectivement de le fuir. Alors, ce qui pose problème, quand on fait des sondages qui revient à chaque fois, où est-ce qu'on pose son regard? Je vois beaucoup de personnes qui prennent la parole et qui vont être sur leur sujet et qui vont regarder le sol. Alors moi j'appelle ça le regard moquette. Il n'y a pas de moquette, il y a du béton, mais on est inspiré sur son sujet, etc. Et puis alors là on déroule, on a complètement perdu si les gens en face nous regardent, nous suivent, comprennent ou pas. Donc, alors ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas décrocher à un moment donné le regard des personnes qui vous écoutent. On a besoin des fois d'aller chercher ses idées ailleurs. Alors ce que je dis à chaque fois, évitez le regard moquette. Si vous devez chercher l'articulation de votre discours, allez le chercher vers le ciel. Ça donne tout de suite une attitude beaucoup plus inspirée. Par exemple, c'est mieux que ça. D'accord? Pensez-y. Donc le regard est extrêmement important. En plus de ça, voilà, lorsque vous êtes connecté par le regard, on voit tout de suite si les gens ont compris ce que vous dites, s'ils adhèrent ou pas. Donc ça vous permet de rebondir d'une façon différente. Alors, les problèmes que l'on rencontre souvent, c'est le balancement. Des gens qui ne sont pas du tout ancrés. Alors on a ça, l'éléphant dans un zoo. On a les jambes croisées, alors ça je le vois beaucoup aussi. Donc là en termes d'ancrage, on n'y est pas. Il y a des gens aussi qui aiment beaucoup la position du flamant rose, ceux qui sont sur un pied à un moment donné ou sur l'autre. Et ça en fait, on ne s'en rend pas compte. Si on n'a pas la maîtrise de son corps, on n'a pas éveillé la conscience de comment on communique avec son corps, je vous ferai passer, je vous en ai parlé, je vous ferai passer, je suis sûre qu'il y aurait plus de la moitié qui ferait ça, parce que c'est automatique. Ensuite, les jambes, les pieds, c'était pas le bon slide, je l'avais changé, bon c'est pas grave.
regardez ce qu'il y a là, mais voilà, je vous donne d'autres choses. Il y a aussi les positions de fermeture. Par exemple, la position que j'appelle du nudiste, comme ça, c'est du fusillé. On ne sait pas quoi faire de ses mains ni de ses bras, donc du coup, on va les mettre un endroit ou à l'autre. Voilà, comme ça. Ou alors complètement en fermeture. Là, qu'est-ce que ça donne comme image? Qu'est-ce que ça donne? Protection, fermeture, pour un peu qu'on soit comme ça. Voilà, de fuite, exactement, c'est ça. Et alors, ce qui est magique, vous parlez au début, je vous disais que la prise de parole en public est la plus grande peur de l'humanité, avec celle de la mort. C'est-à-dire qu'on a un cerveau reptilien, on fonctionne comme les animaux. Si vous observez la nature, je prends l'exemple d'un loup, il va se retrouver dans un bois et hop, il déboule et il se retrouve face à une meute d'autres loups. Il est tout seul en face. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va se mettre à grogner, c'est faire peur, il voit qu'il est en infériorité numérique, il reste pas très longtemps. Il part. Nous, c'est un petit peu ce qu'on éprouve, parce qu'il sent qu'il y a un danger. Nous, c'est un peu ce qu'on éprouve, parce que notre ego nous embête, hein, on se dit à chaque fois il faut que je sois hyper performant, il y a un enjeu, je vais être jugé, etc. Nanana. Donc du coup on se dit, ah j'ai 40 perdus en face de moi, qui vont m'attaquer, danger, stress, panique. Qu'est-ce qu'on a envie de faire? Partir. Sauf qu'on ne peut pas. On ne peut pas dire, excusez-moi, je pars. Donc le corps va traduire en langage non verbal des sentiments de fuite, enfin des signaux de fuite. Donc soit tendance à aller vers un peu le fond de là où il y a la porte, ou alors d'instabilité, d'insécurité. Voilà, tous ces signaux qui traduisent qu'on a peur d'être là, pas envie d'être là, on se recroqueville. Donc voilà, tout ça c'est du langage non verbal et c'est tout à fait normal. Mais justement, il faut travailler là-dessus pour le déverrouiller. Une fois qu'on en a conscience, on peut commencer à travailler là-dessus. D'accord? Donc après on parlait aussi de la voix, on parlait du fait du débit, d'aller très vite. Donc on essaie de freiner les chevaux, de parler de façon distincte, de freiner le débit, de mettre des respirations. Alors, d'ailleurs, je suis en train de parler de ce qu'il va y avoir après. Voilà, pourquoi c'était ça? Voilà. Les bonnes pratiques à mettre en place. Voilà, c'est tout ça. Je suis un peu perturbée parce que je t'ai pas envoyé le bon slide, donc du coup je l'avais changé, mais c'est pas grave. J'avais mis en deux couleurs, pour l'image visuelle et sonore, mais c'est pas grave. Hein? C'est pas grave, tu l'as donné. Ah bah voilà, parfait. Alors les bonnes pratiques à mettre en place lorsque l'on prend la parole, lorsque vous allez pitcher. Je vous parlais donc du coup de l'ouverture aux autres. C'est déjà, tout d'abord, c'est l'ancrage. L'ancrage, c'est quoi? C'est être bien stable sur ses jambes. C'est ce que j'étais en train de vous illustrer juste avant, hein, de montrer, de ne pas faire le flamant rose ou perdre d'équilibre. Parce que là, ne serait-ce que ça, visuellement, on montre une stabilité, d'une part. De deux, ça permet de faire circuler l'énergie, et on a besoin d'énergie quand on parle à l'oral, et d'autant plus lorsqu'on pitch. Parce que lorsqu'on pitch, c'est un temps court où il faut être convaincant. Si on ne mobilise pas toute son énergie à ce moment-là, bon, c'est cool. D'accord? Donc, le fait d'être bien ancré sur ses deux jambes, dans son corps, ça fait circuler l'énergie et on peut la mobiliser. Ça permet, bon, je pourrais en parler pendant un. On fait aussi en taille. Exactement, mais c'est ce que je fais en fait lorsque j'accompagne les gens en formation individuelle. Je leur fais travailler sur le hara, je ne sais pas s'il y en a pour qui ça parle, qui est, j'avais pas prévu d'en parler aujourd'hui, mais c'est notre centre de gravité et notre centre énergétique le plus puissant du corps. Hara, H-A-R-A, vous pourrez le googliser tout à l'heure. En fait, c'est un terme qui est japonais. Et c'est ce à quoi se connectent tous les gens qui font des arts martiaux, notamment dans le karaté, vous savez, quand ils coupent les briques, comme ça, pour sortir le son ki, et ben, en fait, c'est à cet endroit qu'on se connecte. C'est vraiment l'endroit énergétique le plus puissant. Les comédiens, les chanteurs se connectent aussi à cette zone-ci, sans la nommer le hara, sans savoir que les Japonais l'ont appelé le hara.
mais on parle aussi de respiration abdominale. On va respirer par le ventre, ça permet de donner de la puissance aussi vocale. Et lorsque, par exemple, un comédien il joue et qui doit partir dans une émotion de colère, c'est à ça qu'il se connecte. Si je dois me mettre en colère, comme ça, tout de suite, face à vous, il y a un endroit dans mon cerveau qui se connecte, qui se gaine ici. L'énergie, je vais la chercher ici. Ma voix, je vais la chercher là, si j'ai besoin de la pousser. Par contre, si je suis dans le haut du corps, comme ça, si mon énergie elle est en haut, vous entendez que ma voix, tout de suite, elle est plus tendue, je vais me tendre vers l'avant et j'ai beaucoup moins d'impact et de présence. C'est indéniable. Donc pour ça, il faut se reconnecter à son corps, en prendre conscience. Donc, ancrage. Déjà, avant, c'est des choses avec lesquelles vous pouvez repartir. D'être bien sur vos deux pieds, stable. Ça permet aussi d'ouvrir sa colonne d'air pour pouvoir bien parler. Et si on est dans le haut du corps, on remonte son diaphragme comme ça, et puis après, la voix, elle sort pas bien. On a moins de puissance, et puis pour un peu qu'on ait le trac, du coup, les cordes vocales se mettent à trembler, et c'est un cercle vicieux. Et aussi, une dernière chose aussi, je parle d'ancrage, mais il y a aussi la posture. Faites attention, imaginez toujours comme si vous aviez un petit fil de nylon accroché au sommet du crâne, pour éviter cette position-ci, qu'on voit très souvent, complètement relâchée ou les épaules fermées. Vous avez vu visuellement ce que ça donne si je vous parlais comme ça? Alors, je ne suis pas beaucoup plus petite à raquesser comme ça que tout à l'heure, mais par contre, ça donne une impression de manque de dynamisme, manque de présence. Alors tout simplement, je me mets ici, je pense à mes directions, j'ouvre le plexus, voilà. Tout de suite, ça donne une autre image. Du coup, je vais aller sur la gestuelle aussi, puisqu'on est toujours dans une question de posture. Essayez d'ouvrir votre gestuelle. C'est pas évident. C'est vraiment pas évident parce qu'on n'est pas... Comme là, on est dans le sud. Je ne sais pas s'il y a beaucoup de gens d'ici. On est plus habitués à parler avec les mains, nous, les Méditerranéens. Alors, quand je suis à Paris... Il y en a plus qui viennent du Nord. Alors, utilisez les mains quand je leur dis, mais ouvre la gestuelle, etc. Et je leur fais faire un exercice, par exemple. Décollez vos bras de la cage thoracique, ouvrez votre gestuelle, et allez-y, ça va venir. Ou je leur dis, c'est ceux qui sont vraiment empêchés, là, tu oublies, j'aimerais que tu joues un personnage qui ne fait que parler avec les mains. Ah bon, ok, ils le font, ils ont l'impression d'être un guignol. Et quand ils se regardent après à la caméra, ah ouais, en fait, non, c'est pas trop. Ah ça oui, c'est mieux que ce que je faisais lors de ma première présentation. Ah, donc voilà, tout de suite, on a peur d'utiliser sa gestuelle alors que c'est important. Il faut s'entraîner à cela. Un bon truc, vous vous mettez, je vous parlais de la question de posture, vous vous ouvrez, vous décollez vos bras de la cage thoracique, vous mettez les bras ici, vous entraînez à parler comme ça. Alors, au début, vous allez avoir le sentiment d'être un peu bête, mais très vite, en fait, la gestuelle va accompagner votre discours. D'accord, et vous êtes dans une ouverture et vous donnez du relief visuel à ce que vous dites. Parce que la gestuelle est très importante. Tout message fort doit être accompagné d'un geste fort. Là, par exemple, j'ai fait ça, j'ai ralenti le débit et j'ai utilisé une gestuelle autre. D'accord ? Vous devez énoncer aussi, il faut que votre gestuelle soit en cohérence avec le fond de votre discours. Vous devez énoncer, je ne sais pas, votre déploiement en plusieurs étapes. Étape numéro 1, étape numéro 2, avec un micro, je le pose juste pour ça. Dans un premier temps, nous allons faire ça. Dans un deuxième temps, ça. Dans un troisième, ça. Ça peut être 1, 2, 3. Ça peut être ça, ça ou ça. Et du coup, visuellement, ça permet d'ancrer votre message dans l'esprit de celui qui vous écoute. Ça a beaucoup plus d'impact dans un premier temps, nous ferons ça, dans un deuxième temps, nous ferons ça, dans un troisième temps, nous ferons ça. Voilà. Donc la gestuelle doit être haute, ouverte, variée, en cohérence avec le fond. Voilà. Toujours dans l'image visuelle, le regard, on en parlait tout à l'heure, le regard est extrêmement important. Ça vous permet, lorsque vous regardez votre public, je répète ce que je disais tout à l'heure, d'être à l'écoute de votre public, voir s'il adhère ou pas. Si vous voyez qu'il y a quelqu'un en face qui fronce les sourcils et qui fait... du coup, vous dites, alors j'ai l'impression que peut-être la notion que je viens d'énoncer n'était pas précise, je vais la reformuler, ou peut-être que vous voulez intervenir.
Voilà. Donc, ça vous permet de rebondir. Ça vous permet de faire passer des émotions aussi. De passer des émotions par le regard. Alors, bien sûr, il y a les portées. Mais si le regard il est dans le vide, il n'est pas connecté, l'émotion ne passera pas. D'autant plus si vous pitchez, vous devez convaincre, susciter de l'enthousiasme ou rassurer. Eh bien, ça vous le faites passer dans votre regard. C'est extrêmement important. Le sourire. Quelqu'un a parlé du sourire. C'était vous. Très juste. Le sourire a un pouvoir extraordinaire. Alors, si je vous donne des noms, vous pouvez faire des recherches plus tard. Il y a Ron Gutman, qui est un conférencier américain, qui fait beaucoup de TEDx. Vous pouvez trouver de ses vidéos sur le net, et qui s'est spécialisé dans le pouvoir extraordinaire du sourire. Il se base sur plusieurs études qui ont été faites, il les rapporte, et c'est assez chouette de les regarder. Quand je dis que le sourire a un pouvoir extraordinaire, c'est ce qu'il raconte aussi, c'est déjà, d'une part, il est inné, tout le monde sait sourire, il est universel, tout le monde comprend le sourire, mis à part une petite ethnie à Madagascar qui ne communique pas le sourire, sinon tout le monde dans le monde entier comprend ce que c'est qu'un sourire. Et il est contagieux. C'est très difficile de ne pas répondre à un sourire. Vous l'avez tous expérimenté lorsque vous grondez un enfant qui a fait une bêtise et qui vous regarde comme ça avec un grand sourire, ça désarme. Vous pouvez l'expérimenter aussi lorsque vous souriez à quelqu'un, quand vous lui parlez, il va se détendre. Bon, sauf si vraiment il n'est pas bien. Vraiment pas bien dans sa vie, ou alors qu'il vous en veut énormément, mais en général, il va vous répondre aussi par un sourire. Ensuite, le sourire, savez-vous que ça provoque des endorphines. Du coup, ça a un effet direct sur le stress. Employé, si avant de pitcher, vous êtes un peu stressé, vous posez, vous avez un sourire intérieur, vous souriez à la personne, ça provoque des endorphines. Donc, on appelle ça un cercle vertueux de compétences. Parce que du coup, vous allez sourire, ça va provoquer l'endorphine, ça vous détend. La personne en face vous regarde, va se mettre à sourire, va aussi créer des endorphines, du coup va se détendre aussi. Vous les voyez sourire, vous vous rassurez, vous dites « Ah, ça va mieux !» Et du coup, un climat vertueux se met en place. Et puis, tout simplement, ça c'est évident, une personne qui sourit montre qu'elle est dans l'ouverture, qu'elle a confiance en soi, qu'elle est dans la générosité. Voilà, et on a plus envie de faire confiance ou de partir avec des gens qui sourient qu'avec des gens qui sont complètement fermés. On est tous d'accord avec ça. Et pareil, si vous dites je suis très heureux d'être là aujourd'hui devant vous et que vous le dites sans sourire, il y a quelque chose qui va quand on dit à la personne elle n'est pas sincère. Donc vraiment, n'hésitez pas à utiliser le sourire, à en abuser même. Ah, et dernière chose aussi que je voulais dire, vous savez que les gens qui sourient ont une espérance de vie supérieure de 5 ans à celles qui ne sourient pas. Il faut savoir, donc vous pouvez y aller. Alors, donc tout ça, il y a encore plein de choses à dire hein, sur l'image visuelle, mais on va passer à l'image sonore. Déjà, porter sa voix. On n'a pas toujours un micro. Moi, j'aime pas parler avec les micros en général. Mais c'est important d'être audible. Et pas que ça. Il faut être capable d'occuper l'espace sonore. Vous allez me dire, oui, mais lorsque je me retrouve dans une pièce, là on est dans un amphithéâtre, mais lorsqu'on se retrouve dans une salle de réunion qui doit faire 12 mètres carrés, j'ai pas besoin de porter la voix. Certes, mais il y en a, du coup j'enlève le micro exprès, qui vont se mettre à parler comme ça, comme ils ont l'habitude de faire en parlant avec le boulanger le matin, en demandant une baguette de pain. Certes, ils sont audibles, on les entend, mais en revanche, ils n'ont pas d'impact. Et sachez que aussi, si vous êtes attentif à porter la voix, c'est vous qui allez toucher l'autre. C'est pas l'autre qui vient à vous. Et vous facilitez son écoute.
inconsciemment, il en sera reconnaissant. Parce qu'il n'y a rien de plus inconfortable que lorsqu'on écoute quelqu'un de tendre l'oreille pour essayer de comprendre ce qu'il dit parce qu'il ne parle pas assez fort, ou il n'articule pas, ou il parle trop vite, etc. Mais vraiment, quand quelqu'un ne parle pas fort, ça demande énormément d'attention et ça nous fatigue. Et du coup, on a beaucoup plus de chances de le perdre si on ne fait pas l'effort d'aller vers lui. Et de la même façon que je parlais d'occuper l'espace visuel, occuper l'espace sonore est un autre moyen de montrer qu'on n'a pas peur de prendre sa place. Donc lorsque vous pitchez, je ne vous dis pas de hurler dans les oreilles de la personne qui est en face de vous, mais c'est vraiment de soutenir votre message au niveau vocal. D'accord ? Alors dans la voix aussi, la voix c'est un vaste sujet, parce que c'est quelque chose de très intime, qui est très lié à la façon dont on se construit dans son image. Oui, parce que je parle beaucoup et j'aimerais qu'après on échange, donc je ne vais pas le développer là, mais c'est vraiment un travail extrêmement intéressant à faire quand j'accompagne les gens, parce que ça peut être aussi libérateur de plein de choses. Alors là, je parlais du volume de la voix, il y a aussi où est-ce qu'on va placer sa voix. Vous avez tous sûrement fait l'expérience de quelqu'un qui va prendre la parole avec une voix qui est absolument mal placée. Donc, c'est-à-dire si on parle comme ça pendant une personne qui va animer une réunion pendant 1 heure avec une voix qui est complètement dans le masque, au bout d'un moment, on va se dire s'il y a quelque chose qui n'est pas super agréable dans la voix. Il y a un truc qui est même irritant, un peu. En fait, j'ai pas envie d'écouter. Et on va rester bloqué sur cette chose qui nous dérange et on ne va plus écouter ce qu'elle dit. Alors, tout le monde n'a pas mal placé sa voix, mais lorsque des gens se sont construits avec une voix qui est placée pas au bon endroit, pas sur leur médium, c'est pour des raisons X et Y, je ne vais pas rentrer là-dedans, il faut quand même apprendre à ça le retravailler. Ça ne veut pas dire de changer son identité vocale, mais lorsqu'on doit prendre la parole, avoir une prise de parole à fort enjeu, soit un pitch ou un discours, une réunion, être capable d'exprimer sur son médium et d'avoir une voix qui soit agréable à porter. C'est extrêmement important ça aussi. Ensuite, le relief du discours, la prosodie, le rythme que l'on va donner à son discours, qui est très important dans le pitch. Il faut du rythme dans un pitch. Le rythme, ça ne veut pas dire de la vitesse. Justement, on fuit cela. De l'énergie, mais pas de vitesse. Ça veut dire quoi ? Pour donner du relief à son discours, il faut être attentif à faire des variations aussi de volume. On parlait du volume. Par exemple, on va lancer le titre, je ne sais pas, ce que je disais tout à l'heure, privilégier, vous louez vos chambres chez l'habitant plutôt que dans des hôtels. Le titre, je l'ai dit fort. Pourquoi cela ? Parce qu'aujourd'hui, l'état du marché, c'est, on part sur un volume vocal qui est un peu en dessous. Tout ça, en fait, on va surprendre la personne qui nous écoute et on va le tenir en haleine. Enfin, ça se travaille, ça, après, pour être à l'aise, c'est beaucoup de pratique. Mais en faisant des ruptures, des réattaques comme ça, ça donne du relief. De répéter certains mots aussi, ou scander des mots. Je ne sais pas, quelque chose qui me viendra à l'esprit, une phrase lambda. Retenez cela, c'est extrêmement important. Là, j'ai scandé le mot, vous allez le retenir, d'accord ? Faire des silences. Le silence est magique, utilisez-le. Déjà, d'une part, un silence, lorsque vous avez énoncé un message clé, que vous voulez absolument que la personne en face retienne, vous voulez lui donner de l'impact, ou qu'elle comprenne, créez un silence après. Pourquoi ? Parce que ça crée une boucle de réflexion dans l'esprit de celui qui vous écoute. Si je vous dis, je dis n'importe quoi, l'état du marché aujourd'hui est que 48% de la population réserve sur Internet. Je dis n'importe quoi, qui me vient en tête. Lorsque j'ai créé le silence, qu'est-ce qui s'est passé dans votre esprit ? On a visionné le 48%. Vous avez visualisé 48%.
Du coup, vous l'avez retenu. Ça a créé une boucle de réflexion. Donc ça, gardez-le en tête. En plus, c'est génial parce que pendant ce silence, vous pouvez réfléchir à ce que vous allez dire après. Et comment vous allez réattaquer. Et être à l'écoute de comment ça a été reçu. Donc, utilisez les silences. Les plus grands orateurs sont ceux qui savent maîtriser les silences et les rendre palpitants quelque part. C'est pareil dans le jeu, c'est ce que je dis moi à tous mes élèves comédiens et ce que tous les grands professeurs m'ont appris, c'est que la qualité du jeu se crée dans le silence et dans l'écoute. Qu'est-ce qui se crée entre deux personnages? C'est pas tant quand ils vont parler, mais c'est dans cette connexion, c'est la situation, qu'est-ce qui se crée. C'est là où c'est intéressant, c'est là où il y a la vibration, c'est là où il y a la vie. Donc vraiment les silences, pensez-y. Hein. Faites respirer vos pitchs. Et le silence avant et après la prise de parole. Extrêmement important. Ça, on n'y pense pas. Imaginez, vous devez pitcher devant un public et vous arrivez. Donc, merci d'être ici, voilà, je vais vous parler de mon projet. Non. Prenez un temps. Personne ne vous a demandé d'attaquer tout de suite. Prenez un temps pour vous ancrer, vous connecter à vous connecter à votre auditoire, faire un petit sourire intérieur, respirer, penser à son hara, et ensuite attaquer. Déjà, ça permet de respecter les gens qui vous écoutent, parce que tout le monde n'est pas prêt à vous écouter tout de suite, donc d'attendre que tout le monde soit disposé à vous écouter. Et ça permet aussi, dans ce temps-là, de vous mobiliser de la meilleure façon qui soit, et de faire un bon démarrage. Vous allez être, entre guillemets, vous ne mettez pas trop la pression, mais on est jugé dans les premiers instants d'une prise de parole. Et à la fin. Et mettre un beau point final à la fin de votre pitch. C'est pas, voilà, j'ai dit ce que j'avais à dire. Et je pars. Non, surtout pas ça. Vous finissez votre pitch, vous restez connecté aux gens à qui vous avez parlé, toujours dans un sourire, et ensuite rencontrons-nous dehors, j'en sais rien, mais faites un beau point final. C'est comme une phrase, en fait, votre prise de parole. Une belle lettre majuscule avec un beau point final de ponctuation à la fin. Et on ne s'écroule pas physiquement non plus, une fois qu'on a terminé de parler. Ça, je le vois. Voilà. Non, on est là. Ne jamais aussi, ça me vient l'idée de vous dire, ne jamais s'excuser. Quand je parle s'excuser, c'est pas dire pardon, j'ai dit une bêtise. Non, ça on peut le faire, on a le droit. Et d'ailleurs, il faut le faire lorsqu'on se trompe, de le dire. Mais de ne pas faire ça. Ou une fois qu'on a parlé, non. Alors là, non, c'est vous casser tout ce que vous avez fait en 1/100 de seconde. D'accord ? Maîtrise du silence et canaliser son énergie. Donc, je vous en parlais au début, sur le fait de posture, de faire circuler l'énergie pour être le plus disponible possible. Et d'autant plus dans le pitch, je le répète, il faut que vous soyez, vous transmettiez l'énergie. Parce que c'est là où vous allez donner envie. Si vous êtes complètement mou, apathique, le corps qui n'est pas présent, etc., vous allez envoyer des signaux de, en fait, cet entrepreneur, cette entreprise, cette start-up, elle ne véhicule pas une image dynamique. Ils ne vont pas dire ça, les gens, mais c'est ce qu'ils vont ressentir. Encore une fois, hein, l'oralité, c'est l'ordre de l'irrationnel. Donc vraiment, soyez très attentifs à ça. Et voilà. Alors, comment appliquer tout ça? S'entraîner. S'entraîner, s'entraîner, s'entraîner. Répéter, répéter, répéter. Et ce qui aide aussi, c'est se faire accompagner. Parce que c'est difficile d'être au moment présent, c'est-à-dire d'être et en même temps de se regarder être.
Alors bien sûr, on peut répéter son discours tout seul dans sa chambre, devant son miroir, avec sa brosse à cheveux en guise de micro. Mais au bout d'un moment, il faut qu'on le dise à une personne en face, parce qu'on n'a pas conscience de certaines choses de l'intérieur. D'accord ? Et alors, ça peut être à votre mari, à votre enfant, etc., comme vous voulez, mais faites-le devant du monde quand vous répétez vos pitchs, pour avoir des retours. Et se faire, pour aussi enlever des blocages, etc., se faire accompagner par quelqu'un dont c'est le métier, voilà, ça vous permet d'aller plus loin. Et ensuite, voilà, moi, ma méthode, ma façon de travailler, c'est que je pars toujours de la personne que j'accompagne. On a tous des dons, de ce dont je te parlais pendant le café. On a tous des dons et on a tous des choses sur lesquelles il faut travailler. Ça ne sert à rien d'essayer d'être comme la personne que l'on admire, parce qu'on ne sera jamais lui. Et c'est ça qui est intéressant, en plus. Mais c'est partir de vraiment notre particularité. Ça peut être quelque chose que l'on considère nous-mêmes comme des défauts ou des handicaps. Il y en a qui me disent, oui, je suis trop sensible, trop émotif. Ça peut être une force d'être sensible, d'être émotif, du moment que tu l'assumes complètement. Parce que tu vas faire passer de l'émotion, de l'humanité, tu vas toucher les gens. Donc travailler sur ça, par exemple. Il y en a d'autres qui vont dire, bref, je pourrais dire 1000 choses, mais c'est partir de vraiment de ce qu'est la personne pour lui faire prendre conscience de son potentiel, lui donner confiance, de l'ouvrir et de l'exprimer. Et bien sûr, travailler sur les choses sur lesquelles il y a à travailler, mais c'est important de partir de ce que vous êtes pour vous aider à trouver votre signature. Là, je prends un exemple. Vous connaissez Blanche Gardin ? Vous avez vu, alors elle, pour le coup, elle est l'antipode des One Woman Show. Parce que normalement, vous voyez une Florence Foresti qui occupe l'espace, qui fait 10 000 choses. Alors Blanche Gardin, elle est comme ça derrière son micro, avec un truc complètement contrit, très figé. Ça fonctionne super bien avec son humour. Mais elle, c'est pas qu'elle a décidé de se créer un personnage comme ça, c'est parce qu'elle était terrorisée par le fait d'occuper l'espace. Et du coup, elle a poussé le truc à l'extrême, elle a dit non, je vais rester derrière mon micro et je vais être dans quelque chose de très tenu, comme ça. Donc elle va à l'inverse de tout ce que je vous ai raconté avant. Hein. Mais comme elle l'assume tellement à 200% et elle s'en est servie pour créer sa signature, qui va en cohérence avec son fond, l'humour caustique qu'elle a, et du coup ça fonctionne complètement. Vous voyez ? Donc même ce que vous pensez être des handicaps, essayer de les visualiser comme une force. D'accord ? Et puis, moi, mon travail, ma méthode, c'est, comme je suis comédienne, et c'est la formation que j'ai reçue quand j'ai fait l'INSAT, c'était beaucoup un travail sur le corps, parce que un comédien son instrument de travail, c'est pas que ses émotions et sa mémoire, c'est comment on communique avec le corps. Et du coup, moi, je fais beaucoup travailler sur ça. Donc, sur des questions d'ancrage, de reconnexion à soi, d'acceptation de soi aussi, pour mettre en place après tout un travail vocal, mettre en place aussi, faire sauter des verrous d'inhibition. Parce que lorsqu'on s'accepte physiquement, alors ça ne veut pas dire s'aimer spécialement physiquement, mais qu'on accepte tout simplement d'être ce qu'on est, de l'incarner, de donner vie, et du coup, votre prise de parole aura un impact complètement différent. Et puis c'est votre corps qui va vous donner de l'énergie. C'est de là qu'on doit partir. Et on est tellement maintenant peu habitué à se reconnecter à son corps. On est dans des métiers qui sont très cérébraux, où on coupe la connexion au corps. Donc c'est important ça de se le réapproprier. Voilà, il y a par plein d'exercices aussi farfelus qui soient ou pas. Voilà. Donc moi ça c'est ma méthode. Je vais beaucoup passer par le corps au départ. Voilà, j'ai point de départ, j'ai une prise de parole incarnée et inspirante. Eh bien, j'ai pas mal parlé. Je crois qu'il est, il nous reste un petit quart d'heure d'échange. Si vous avez, qu'est-ce que j'ai tout dit ? Ah oui, ça c'était pendant un webinaire que j'avais fait pendant le confinement et une amie sketchnoteuse
je ne sais pas si vous voyez tout, qui avait fait ça. Donc ça permet de récapituler un petit peu tout ce que je vous ai dit. Si vous avez des questions, des remarques, Oui. Justement, aujourd'hui, on a beaucoup de prises de parole aussi en visio. Ouais. Donc la partie justement gestuelle, position, est beaucoup plus compliquée en fait à tenir. Est-ce que vous avez des astuces pour arriver à retenir l'attention et faire passer nos messages? Oui, alors c'est vrai que c'est beaucoup plus compliqué. Du coup, je vais me mettre derrière, je vais prendre une chaise. Déjà, moi, ce que je conseille, la première chose, c'est de réfléchir au cadre. Au cadre. Parce que souvent, en visio, on voit les gens qui se collent à leur caméra. Ils sont coupés au niveau du front, ils sont complètement déformés. C'est quelque chose qui est assez insupportable à regarder. Et le message, il passe pas bien. En fait. Se décoller un petit peu de son écran. Et si, alors, je ne parle pas d'une réunion où vous allez devoir assister pendant 2 heures. On peut se permettre d'être un petit peu plus détendu. Mais si vous devez prendre la parole en visio sur un sujet que vous portez, où il y a un fort enjeu, essayez dans la mesure du possible je parlais de la posture, de ne pas être comme ça sur votre chaise. De ne pas être affalé dans un canapé. Je parlais des questions de direction, d'ouverture. Si je me mets sur le profil, là je me mets sur mes ischions, le dos droit, en ouverture. Je me décolle un peu de la table, parce que si je colle à la table, j'ai avoir tendance à vouloir me coller à l'écran, à couper mon diaphragme, à avoir les épaules rentrées, et visuellement donner l'image de quelqu'un qui a moins d'impact. Si vous voulez donner de l'impact. Donc on se décolle, et puis ne serait-ce que d'être dans cette posture-ci, ça donne une impression autre. Bien sûr, ne faites pas des grands gestes, là, parce que vous allez donner la nausée à la personne en face, mais vous pouvez quand même faire une gestuelle qui s'accompagne. Donc soyez moins attentifs à ça. Vous pouvez accompagner vos discours par des gestes, mais c'est surtout une question de posture, ça aide. Autre chose extrêmement importante en visio, encore plus qu'en présence physique, prenez votre temps, freinez le débit. Parce que souvent il y a des problèmes de connexion, des bandes passantes ça passe mal, etc. Donc si on parle à 2000 à l'heure, un motif de message qui, pour certaines personnes, qui ne parvient pas. D'accord ? Et soyez attentifs à poser votre discours, freiner le débit, articuler. Faire des pauses aussi, parce que des fois il y a des gens peut-être qui voudront intervenir. Donc c'est leur laisser un espace de respiration. On a toujours des temps de décalage aussi en visio. Quoi dire d'autre sur la visio? Et être attentif aussi à 2 choses. Encore plus de donner du relief à son discours. Parce que là, si la personne n'a pas envie de vous écouter, elle écoute sa caméra, elle va se faire un thé. Hein. Et la deuxième chose que je voulais dire, essayez au maximum de faire participer les gens qui vous écoutent. Les obliger à cela. Parce qu'on est facilement beaucoup plus passif lorsqu'on est derrière un écran. Et moins respectueux dans l'écoute. J'ai répondu à la question ? Concernant les prises de parole, donc souvent je parle d'un concours ou d'une présentation sur un produit, on va avoir le temps où on va se présenter, où on va parler justement du produit, et ensuite il va y avoir le temps de l'échange, des questions. Qu'est-ce que vous pouvez nous conseiller pour que nos réponses, pour qu'on puisse en fait intégrer la question, la reformuler à l'intérieur de nous, pour pouvoir vraiment répondre le plus clairement et cibler la réponse pour être le plus concis et le plus clair possible. Vous comprenez ? Alors, c'est-à-dire pas avoir Par exemple, lorsque un jury nous pose une question, oui. Il nous faut un temps d'analyse de questions et surtout de préparer notre réponse et dans cette réponse d'être le plus clair possible pour justement encore susciter l'envie et aller à l'essentiel. Bien sûr. Il y a toujours un petit temps de... oui, mais c'est... Voilà. Est-ce qu'il y a des choses à faire spécialement ou est-ce qu'on reformule? Il y a plusieurs cas de figure. Là, moi, par exemple, vous m'avez posé la question, j'avais peur de ne pas avoir très bien compris. Du coup, je vous invite à la reformuler, ou alors je me la réapproprie. Je dis, si j'ai bien compris, ce que vous voulez dire, c'est ça, pour être assuré qu'on ne va pas répondre à côté de la plaque.
se donner le temps aussi en même temps que l'on reformule la question, préparer sa réponse. Voilà. En fait, à l'oral, ça se travaille, ça. Il faut être capable de faire travailler les zones du cerveau en même temps. C'est-à-dire d'être dans le présent, d'être dans ce qu'on dit, le contenu, mais en même temps aussi d'être dans l'anticipation de ce qu'on va dire après. Ça ne veut pas dire être que dans ce qu'on va dire après, surtout pas. Il faut d'abord être présent. Mais en même temps il faut être très rapide. Il faut avoir des zones du cerveau qui fonctionnent en même temps. Et aussi conscience du corps. C'est pour ça que quand je fais travailler souvent les gens que je les accompagne ou en formation, à la fin de la journée, ils sont claqués parce que je fais faire plein d'exercices comme ça sur travailler des zones du cerveau différentes. Et donc pour en revenir à ce que vous disiez, ce que vous venez de dire, vous, si vous ne comprenez pas, vous reformulez ou vous demandez à reformuler. Et vous pouvez tout à fait prendre quelques secondes pour répondre. Mieux vaut prendre quelques secondes que se précipiter et répondre à côté. Et puis ça, vous pourrez le remarquer aussi souvent dans les échanges, quand vous parlez à quelqu'un et que la personne en face reste connectée à vous et attend avant de répondre. Ça donne quoi comme impression? Qu'elle réfléchit. Ouais. Qu'elle structure sa réponse, qu'elle est intéressée. On se sent écouté. Ça donne quelque chose de très charismatique aussi. Que lorsqu'on est dans la précipitation, ça traduit une fragilité. De tout de suite vouloir bien faire. N'ayez pas peur de prendre votre temps. Vraiment. Après, il faut. Ça ne veut pas dire être mou dans sa réponse. Après, on fait le Non, parce que mais des fois, il y a des personnes qui peuvent être déstabilisées par les questions, perdre un peu pied, justement, et juste le temps de se reconnecter. Et voilà. C'est juste ce moment de silence. Est-ce qu'il peut être mal vraiment, dans interprété? ces moments-là, c'est que ne vous laissez pas déstabiliser. C'est prenez un temps, le silence, et gardez le sourire. Même si vous êtes. Enfin, sourire, pas comme ça spécialement, mais. Même s'il a dit quelque chose de choquant, d'être dans le sourire intérieur, je veux dire, ça va. Allez. Allez, j'en ai fait. Être comme pas le chêne, mais le roseau. En fait, on accueille la table de l'autre, mais on revient en place. Ou l'attaque ou la sollicitation de l'autre, mais on revient à chaque fois en place. On ne perd pas son centre. Ah, une chose très importante que je n'ai pas dite, je dis beaucoup de choses, c'est soyez convaincus de ce que vous dites. Si vous n'êtes pas convaincu de ce que vous dites, vous ne pourrez pas convaincre les autres. Et il y a des gens qui arrivent à convaincre sur des aberrations. Parce qu'ils sont convaincus. Même. Je ne veux pas faire politique, mais on a quand même vu qu'on a eu un Trump à la présidence des États-Unis, quand même, sur un programme qui était... et qui a été capable de sortir un nombre de, excusez-moi l'expression, de conneries à la journée qui était dans le Guinness. Et il est tellement convaincu, assuré de ce qu'il est, de ce qu'il dit, qu'il y a plus de la moitié des Américains qui croyaient et qui croient encore peut-être en lui. Donc, et alors qu'il y a des gens qui sont extrêmement intéressants, qui ont des projets magnifiques, qui ont des choses extrêmement intéressantes à dire, mais comme ils doutent, on n'a pas envie de leur faire confiance. J'avais un prof moi, d'éco comme ça en prépa qui était agrégé en économie extrêmement intéressant. On ne l'écoutait pas, il avait le charisme, une poignée de porte. Et personne n'écoutait. Et c'est dommage parce qu'on aurait lu son bouquin, on aurait été inspiré. Voilà. Donc soyez convaincus de ce que vous dites. Même si vous avez le sentiment de ne pas l'être tout à fait, je suis convaincue. Et vous allez convaincre. D'autres j'ai répondu à votre question. Bien, merci. Oui. D'autres questions? Oui. Il y a un truc que je trouve difficile à gérer lors d'une prise de parole, c'est les problèmes techniques. Justement, par exemple, là, c'était pas la bonne slide. Et ça, c'est quelque chose qui me déstabilise assez rapidement. Ouais. Vous posez la question à la bonne personne. Ouais. J'ai que des problèmes techniques. Voilà, ça arrive tout le temps. Avec la technique. Voilà, ça arrive tout le temps. Et du coup, on risque aussi de perdre un peu l'attention de notre public dans ces moments de cafouillage, où parfois on retrouve juste pas le document qui est la base de
discours, etc. Donc, est-ce que vous avez des astuces pour... Qu'est-ce que je vous disais tout à l'heure sur ça? Répéter. Qu'est-ce qui est important? Ouais, et non, surtout, Non, ce qui c'est est important, c'est le discours. Ce qui est important, c'est le discours. Je crois que c'est chez... je ne sais plus si c'est Google ou Microsoft qui, maintenant, dans leur réunion, ils interdisent les supports visuels, les slides. Ça, c'est un truc qui est à la mode depuis combien de temps? Depuis 15 ans? Ouais. Ah bah non, c'est la grande mode. Hein. Vas-y, qu'on en utilise du slide. Ce qui est important, c'est ce que vous portez, c'est votre projet. C'est pas le slide. Surtout de peut-être pas être identifié au slide. Souvent, ben oui, coller au truc, ça raccrocher à ça. Non, bien sûr, s'il y est, si vous avez fait tout votre PowerPoint, c'est pour quelque chose. C'est bien que ça illustre, ça donnera peut-être un peu plus d'impact, mais c'est pas ça le plus important. L'important, c'est votre discours, comment vous le portez, comment vous l'amenez. Donc du coup, s'il n'est plus, vous ne laissez pas déstabiliser. Moi, ça m'est arrivé encore, c'était en octobre, avant qu'on se reconfinait, que j'ai plus de formation en présentiel. Je faisais une formation de 2 jours sur un gros groupe, sur vraiment dans le détail, sur les fondamentaux de la prise de parole, etc. En plus, je suivais le programme de la boîte qui m'engage, sur déroulé de slides. Et mon ordinateur, mon super copain, a planté. Plus d'ordinateur pour la journée. Bon, ok, on va faire ça s'est très bien passé. Ça, j'ai cumulé que la photocopieuse ne marchait pas, que j'ai pas pu proposer les textes sur lesquels je voulais faire travailler. C'est pas grave, on part en impro. Voilà, il faut pas se crisper par rapport à ça. Vous maîtrisez votre sujet. C'est pas le slide qui va faire la différence. Ou la technique. C'est mieux, parce que vous y tenez en plus, vous l'avez travaillé, votre support, vous dites « Ah, il y a des informations clés, bien sûr ». Mais si ça arrive, il y a un problème technique, c'est pas la fin du monde. Et si c'est un problème technique, ça marche pas, ou c'est pas la bonne slide, etc., prenez-le avec humour. Soyez pas comme ça, parce que là, du coup, vous allez en plus mettre mal à l'aise la personne qui vous écoute. Si vous le prenez d'une façon détendue, ça arrive, c'est pas votre faute. Il va le comprendre. Est-ce que vous en voudriez à quelqu'un qui a un problème technique? Est-ce que son ordinateur ne marche pas? Ou foncièrement, vous lui en voudriez? Non? Non, mais je crois que ce qui est difficile à trouver, c'est l'équilibre entre je continue quand même à essayer de faire en sorte que ça fonctionne et tant pis, j'abandonne. Et j'improvise. Et c'est ce temps que je trouve difficile à évaluer. Jusqu'où j'insiste pour que ça marche, ou est-ce que je repars en impro? Sentez-le, soyez à l'écoute de votre public. Ouais. Si vous sentez que ça prend trop de temps, vous êtes en train de faire les gens, si vous sentez, vraiment ça se sent au niveau de guiser votre ressenti. Quand on perd l'énergie, l'attention des gens, on le sent. Si vous sentez que vous les perdez, alors on s'en fiche du récupérez-les. Si par contre vous faites un truc d'humour, j'en sais rien, vous faites un numéro de plaquette peut-être pendant ce temps-là, tant que ça remarche, vous les aurez pas perdus, et hop, ça va repartir. En fait, bon plaquette. Mais voilà, tout est une question. Après, il n'y a pas de méthode, c'est une question de feeling. Mais le plus important, c'est de ne pas perdre l'attention du public. Juste parce qu'il y a un slide, une donnée que vous vouliez donner qui n'apparaît pas sur le tableau. Ça serait tellement dommage. D'autres? Oui? Comment vous gérez à l'oral? Est-ce qu'il y a des façons de rester positif quand on est en désaccord avec un investisseur, avec un membre du jury, ou qui émet une critique et qui émet un point négatif? Comment vous retournez pour rester justement positif? Partir de lui et donner son opinion. J'entends tout à fait votre positionnement et votre problématique qui est certes justifiable. En revanche, moi je ne partage pas votre opinion parce que Pas le prendre en attaque, comprendre, toujours se mettre dans la peau de celui qui vous écoute pour lui montrer qu'on comprend sa problématique et pas qu'on la refuse. Du coup, il se sent invité, il se sent entendu, il se sent accueilli et tac, on le désamorce. Voilà. C'est éviter de se faire cornériser, on appelle ça. C'est des gens qui, notamment les hommes politiques, travaillent beaucoup là-dessus, dans le média training, lorsqu'ils sont face à des journalistes ou alors des grands industriels qui se retrouvent face à des syndicats, etc., qui manient très bien ce truc-là de cornériser les gens, de les attaquer. Donc on récupère et on fait partir sur autre chose. On entend la parole de l'autre, j'entends tout à fait ce que vous dites.
montrer qu'on est empathique, montrer que vous avez compris. En revanche, hop, on place son argumentation et sa façon de voir les choses différemment. Voilà. C'est une bonne façon de faire et qui marche bien. Et pas se laisser déstabiliser. Ça répond. Ouais. Surtout ne pas partir dans la même énergie que celui qui est en face de vous. Si quelqu'un vous agresse, ne partez surtout pas dans l'agressivité. Un temps, comme ce dont on parlait juste avant, on reçoit, j'entends votre colère, elle est peut-être justifiable, preuve que vraiment vous êtes sûrement en souffrance sur tel sujet. En revanche, je ne partage pas cette opinion. Là, la personne, vous la désarmez. Parce que vous montrez quelqu'un qui est stable, qui est sûr de lui. Et ça demande beaucoup de dextérité et beaucoup de self-control et d'être axé aussi. Mais voilà, pensez-y à ça. D'autres questions? Oui? Moi, je voulais juste vous faire partager un proverbe arabe. Ton apparence t'assoit, ta parole t'élève. Ça résume un peu tout ce que vous avez dit. Oui, c'est très beau. Merci de nous partager. Ta parole t'assoit. Ta parole. Ton apparence t'assoit. Ta parole t'élève. Merci beaucoup. Et il est 10h10. Je vais vous remercier. Merci infiniment. C'est un vrai plaisir d'être avec vous ce matin. Plus de ça, il y a le soleil qui arrive. J'espère que vous serez inspiré, que vous allez repartir enrichi par ces conseils. Mais vraiment, ne négligez pas vos prises de parole. Travaillez-les, c'est ce qui va être déterminant. Et n'ayez pas peur aussi à demander de l'aide, parce que c'est pas inné. Enfin, c'est comme lorsqu'on apprend un instrument aussi de musique. Et il faut travailler ses gammes, il faut s'entraîner. Voilà. Donc, mais si vous donnez, vous vous offrez cela, ça va avoir des répercussions tant sur le plan professionnel même que personnel dans votre vie, dans votre rapport à l'autre. Et ça, c'est d'expérience que je vous dis. Merci beaucoup.